Vous êtes assis, on est debout. Il y a Guilhem. Vous allez le voir tomber amoureux. Guilhem, il aime rencontrer des inconnus et recevoir des cadeaux sans occasion particulière. Guilhem, il aime pas Vincent Delerme et Terrence Malick. Clément, lui, il est né dans une rue ensoleillée et a renoncé à savoir à qui il était. Il y a Thomas aussi. Thomas, il essaie de capturer toute la vie dans son carnet de croquis. On lui reproche souvent de griller les feux rouges à vélo. Il déteste nettoyer le siphon de la douche et il est même capable de refuser de photographier un couple sur le Trocadéro. Jeanne, pour son anniversaire, elle ne veut rien. Elle aimerait revenir sur Terre sous la forme d'un arbre. Et elle a le sternum fragile. Et enfin, il y a Elsa. Elsa, elle vient de l'océan Atlantique. Mais absolument rien ne la distingue des autres. Elsa, en amour, elle est capable de donner et de grandir. L'histoire qu'on va vous raconter, c'est une histoire d'amour. Et cette histoire, elle m'est arrivée à moi. Un soir, j'ai dû prendre les transports en commun. Quand je dis j'ai dû, c'est parce que d'habitude, je les prends jamais. Donc je prends les transports pour aller travailler. Je travaille dans une salle de concert. Pardon, pas du tout. Non, ça c'était pas la première version. Non. Là j'avais une soirée, c'est pour ça que j'avais mis mon petit pull. Donc je suis dans la rame, tranquille. Et là, tout s'arrête. Panne. On est enfermé dans un endroit hyper réduit. La panique commence à se manifester. Et puis là, j'ai vu Clara. Comme il est. Non, excuse-moi. Là aussi, c'était dans la première version. Non, là, je le vois. Lui. Je me souviens de Clara. Je me souviens de Clément. Et je me souviens aussi des autres, du lieu, de l'odeur. Quand je me souviens, tout existe, pas seulement l'objet principal. Quand l'amour apparaît, quand un coup de foudre a lieu, ce qui se passe dans le corps est indescriptible. Je vois au ralenti, j'entends de la musique, je suis paralysé et débordant d'énergie. On y va ? Ouais.
Monsieur? Monsieur? Ça va ou on vous relève? Mesdames, messieurs, en raison d'un dérèglement climatique, nous sommes immobilisés pour une durée indéterminée. Nous vous prions de prendre des dispositions nécessaires. Merci. Une durée indéterminée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, des dispositions nécessaires? Ah mais peut-être que vous pourriez prendre un antidouleur. Je veux bien, oui. Alors moi j'ai pas, mais... Je vous remercie. Ah, et de l'eau? Je veux bien, oui. J'ai pas. Je vous remercie. De l'arnica? Je veux bien, merci. Je vous remercie. Un bandage? Je veux bien, oui. Moi j'ai pas. Ah oui, vous savez, on pourrait faire du Reiki ou du Reiki, je sais jamais si c'est Reiki ou Reiki, mais c'est quand on enlève la douleur avec Je veux bien, oui. Non mais, parce que moi je sais pas le faire, parce que je l'ai lu, mais c'est... moi non plus. Tu vas bien? C'est bête. C'est très bête. C'est juste que je me trouve séduisant. Toi tu avances, toi. Toi tu vas à la prochaine station, on va pas rester toute la journée ici, non? Quoi? Il y a trop de monde, et bah tu recules. Il y a des personnes à quoi? Calmez-vous! Mais comment voulez-vous, on est coincé? Oui, mais là, on est obligé d'être coincé, c'est... Non mais vous allez pas me dire qu'ils peuvent pas avancer, reculer, qu'ils ouvrent les portes pour respirer. Attendez, monsieur. À votre place, je présumerai pas de ce qui se passe à Je l'extérieur. rien du tout. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée une fois. Quoi? J'étais dans un train à la campagne, et à 15 minutes de l'arrivée, le train s'arrête, bloqué. On nous annonce qu'un passager s'est évanoui. On appelle un médecin, on voit passer des pompiers, ça dure et dure et dure. Et exactement comme vous êtes en train de faire, chaque personne de mon wagon faisait un petit commentaire. Sauf qu'au bout de 3 heures, le train est reparti et on nous a annoncé que la personne était morte. Voilà, exactement, ça a tout remis en perspective. Écoutez, madame, ça suffit. On pourrait peut-être arrêter. Ça Vous suffit. voyez que la dame est indisposée. C'est moi qui indispose la On dame. pourrait juste Mais- peut-être essayer de détendre l'atmosphère. Bah quoi, vous voulez que je vous raconte une blague? Oui. Vous avez des cigarettes? Non. S'il vous plaît, c'est pas pour fumer. Merci. Est-ce que par hasard vous auriez aussi de cahiers ou livres? Merci. Bon alors pour cette blague, il y a besoin de 2 accessoires. Une cigarette et un paquet de cigarettes. Bon. Il y a 2 champs. Le champ numéro 1 et le champ numéro 2. Dans le champ numéro 1, il y a 100 moutons. Dans le champ numéro 2, il n'y a aucun mouton. Le but est de faire passer les 100 moutons du champ numéro 1 au champ numéro 2 avec les 2 accessoires que je vous ai donnés. C'est très simple. Avec le paquet de cigarettes, je construis un pont entre le champ numéro 1 et le champ numéro 2 et les moutons peuvent passer de l'un à l'autre. Non. On peut les motiver. Alors, et on... Oh, excusez-moi. Si on faisait donc on pouvait dire qu'on faisait un tunnel sous la terre. On met le paquet de cigarettes de l'autre côté pour que ça les attire. Pourquoi c'est des moutons qui fument? Je sais pas, moi je donne ma langue au chat. Moi aussi. Vous donnez votre langue au chat? Ah oui. Bah, vous prenez ma place? Allô, allô les moutons, on peut changer de champ? Voilà. Je peux essayer.
Oui, allez-y. Alerte, les moutons du champ numéro 1 et les moutons du champ numéro 2. Il faut changer de champ. C'est que... Je suis vraiment désolée. Je peux pas. Ça en jette. Au ralenti. Agir. Non, c'est nul. Je sais pas faire ça, moi. Comment on fait? On dit quoi dans ces cas-là? Pardon. Du rescue? C'est quoi? C'est pour la nervosité. Merci. Vous en voulez? Vous en voulez? Merci. C'est agréable, madame, cette pilule. Ça me fait beaucoup de bien. Mais ça m'a ouvert l'appétit. J'ai extrêmement faim maintenant. Vous vous rendez compte? Nous sommes bloqués pendant des heures dans ce wagon. Des chips. Du pain. Du jambon. Du fromage. Des gâteaux. Des pommes. Des raisins secs. Et des petites framboises. Vous voulez une framboise? Merci beaucoup. Merci. Une framboise? Non, non, pas avant le jambon. Une framboise?
Non, merci. C'est comme un anniversaire. Ou Noël. Tous les Noëls. Toutes les personnes. Les cadeaux de fête. De naissance. Les cadeaux sans occasion. Les lettres d'amour. D'amitié. De vacances. Les mots laissés sur le bord des tables. On a plein d'occasions de faire quelque chose pour quelqu'un. Et puis, vous savez, il y a ce geste particulier, cette manière particulière d'offrir, de faire quelque chose spécifiquement pour cette personne. Eh bien moi, il m'arrive rarement de le bâcler, ce geste. Bâcler, c'est pas vraiment la question de bâcler, c'est plutôt où se place l'idée de la lettre et sa réalisation, l'idée de l'attention et sa réalisation. L'idée du cadeau et sa réalisation, c'est... Ce que je veux dire, c'est que je ne fais jamais mécaniquement quelque chose pour quelqu'un. Au contraire, chez moi, vous voyez, c'est très organique. C'est même comme si je plongeais la main dans ma poitrine pour en ressortir l'offrande toute chaude. Encore toute chaude. Et palpitante, vous voyez, et excitée à l'idée d'être offerte. Et quand je l'offre, elle est encore toute chaude, tout imbibée de cette chaleur particulière qui n'existe que dans le cœur. Vous comprenez? Et quand l'autre reçoit, il est touché spécialement par cette chaleur. Vous voyez, ce chaud du cœur, ce chaud du sang. Et son cœur à lui chauffe, du chaud à l'offrande et de l'offrande au chaud. Et du chaud qui s'unissent, tous ces chauds s'unissent au creux de l'objet, et tant que l'objet garde cette chaleur, il garde aussi sa légitimité à exister. Chaleur vaut légitimité. Sauf que si chaleur vaut légitimité, nous avons un problème, n'est-ce pas, parce que on ne peut pas maintenir cette chaleur vivante éternellement en chaque objet, n'est-ce pas? Pour peu qu'il s'agisse d'une lettre écrite à quelqu'un de peu intime ou d'un petit objet offert à un oublieux, alors le cœur se détache et c'est le froid qui s'installe. Et moi, vous comprenez, je perçois, j'intuitive chacun des objets sortis de mon cœur et qui habitent désormais le monde par leur froideur. Ils sont tellement nombreux, ça me fait honte, vous voyez, les sentir partout, dans les maisons, les appartements, les portefeuilles, les boîtes, des dessus et dessous de commodes éparpillés et introuvables. Ça me fait honte. J'ai peur qu'on les déniche au hasard d'un tri printanier, qu'ils refassent surface, qu'ils se hissent en haut de la montagne des possessions accumulées. Je suis horrifiée à l'idée qu'ils surplombent ce tas immense d'objets. Vous voyez, c'est affreux. Ce que je voudrais, c'est que tous ces paquets si finement pliés, toutes ces lettres écrites et décorées pendant des heures, tous ces cadeaux si précisément choisis et qui seraient tombés dans l'amas de la matière, qu'ils disparaissent à mesure que la chaleur les quitte, de plus en plus petits jusqu'à une complète dissolution. Voilà. Voilà, vous voyez, ça serait vraiment apaisant.
Il faut que les bruits deviennent musique. Ce qui est pour l'œil ne doit pas faire double emploi de ce qui est pour l'oreille. Si l'œil est entièrement conquis, ne rien ou presque rien donner à l'oreille. On ne peut être à la fois tout œil et toute oreille. Si un son peut remplacer une image, alors il faut supprimer l'image ou la neutraliser. L'oreille va davantage vers le dedans, l'œil vers le dehors. L'œil en général est superficiel alors que l'oreille est profonde et intime. Donc il ne faut pas qu'un son vienne au secours d'une image, ni une image au secours d'un son. Si un son est le complément obligatoire d'une image, alors il faut donner la prépondérance soit au son, soit à l'image. À égalité, ils se nuisent ou se tuent, comme on dit des couleurs. Pas d'épousailles d'un art et d'un autre, sans extermination des deux. Pour ce qui est de la peinture, moi je pense que tout passe par la force éjaculatrice de l'œil. Une œuvre n'est pas faite pour une promenade des yeux. Dans cette langue d'image, il faut perdre complètement la notion d'image, que les images exécutent elles-mêmes l'idée d'image. L'hostilité à l'art, c'est aussi l'hostilité au neuf et à l'imprévu. Peut-être qu'il faut faire disparaître les artistes. Non. Cette idée vieille de 2500 ans a été testée par un certain Platon qui a dû fuir la cité pour ne pas mourir sous les coups des cobayes en rébellion. L'art est nécessaire à l'être humain et même Platon s'en rendrait compte. Il faut arrêter de penser l'art comme la copie de la réalité. Ça aussi, c'est une idée vieille de 2500 ans. Penser que l'art est mimétique, c'est s'arrêter à la cellule œuf de l'art. L'art, c'est la mise en perspective de la réalité par l'artiste. C'est se mettre dans un état d'ignorance et de curiosité intense et quand même voir les choses avant. C'est faire apparaître ce qui, sans le regard de l'artiste, ne serait peut-être jamais vu. Les choses sont rendues plus visibles, non par plus de lumière, mais par l'angle neuf sous lequel je les regarde. Il faut arrêter d'avoir l'âme d'un exécutant et il faut trouver à chaque fois un nouveau sel à ce qu'on avait imaginé. Créer, ce n'est pas déformer ou inventer des personnes et des choses, mais c'est nouer entre des personnes et des choses qui existent, telles qu'elles existent, des rapports nouveaux. Il faut respecter la nature de l'autre sans la vouloir plus palpable qu'elle n'est. Ne pas courir après la poésie. Elle pénètre toute seule par les jointures, les ellipses. L'important n'est pas ce qui est montré, mais ce qui est caché. Tout est paradoxe. Et Debussy jouait lui-même avec le piano fermé. Dans tout art, il existe un principe diabolique qui agit contre lui et qui tâche de le démolir. Un seul geste, un seul mot, non juste, ou seulement mal placé, empêche tout le reste. Et pourtant, il faut déséquilibrer pour rééquilibrer. Une chose ratée, si tu la changes de place, peut être réussie. Ce que je rejette comme trop simple, Oh, quel bordel! c'est ça qui est important. et c'est ça qu'il faut creuser. C'est le bordel! Oh là là! Tout est en bordel là! Mes cheveux, ils sont en bordel. Mes vêtements aussi, ils sont en bordel! Non, parce que moi je voudrais vous parler de la vie. Il y a tellement de gens à qui il faut parler. Bon ben voilà. J'étais au supermarché. Et je voulais acheter une boîte de thon. Ça, le thon en boîte. Mais en fait, il y avait quelqu'un pile en face du rayon thon en boîte. Ben, donc j'ai attendu un petit peu pour voir s'il allait bouger. Mais il bougeait pas. Il bougeait pas du tout. Donc j'ai quand même attendu encore un petit peu. Et puis
du tout. Hein, il tenait la boîte de thon comme ça, et puis il lisait tous les ingrédients comme si c'était un livre. Et alors, j'ai pensé à lui demander, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pourriez bouger, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin. Et en fait, il m'a semblé déjà tellement bête, vraiment bête, hein, de ne pas avoir senti que moi, j'avais besoin de passer, que je me suis dit, voilà, c'est typiquement le genre de personne. Vous voyez, le genre de personne qui serait capable de me répondre quelque chose du genre, va te faire foutre, gros salope. Non mais, moi j'aurais fait quoi s'il m'avait répondu ça? J'aurais fait quoi? Et puis à ce moment-là, enfin, j'ai glissé mon poing au-dessus de sa tête et puis je l'ai frappé très fort. Et là, il est tombé par terre. Et il y a un petit garçon qui a commencé à pleurer. Mais du coup, moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Et puis, j'avais plus du tout envie de thon en boîte à ce moment-là. Et donc, j'ai dit au petit garçon de se taire, parce que il a dit toute l'attention sur moi. Et je suis sortie du supermarché en courant. Et je me suis dit, bah, je vais prendre un taxi. Je vais prendre un taxi pour aller au musée d'art moderne. Non mais parce que là, ce dont j'ai besoin, mais c'est d'être entouré de culture. Et pas de thon en boîte. Entouré de culture et pas de thon en boîte. Ah oui. Il fume. Il est là, assis en face de moi, et il fume. Ça en jette. Il est beau. Je sais pas si c'est parce qu'il fume qu'il est si beau. Il a une façon de cracher la fumée sèche et délicate, au ralenti. Voilà, c'est ça. Il est au ralenti. Il est vraiment très beau. Je ne peux pas détourner mon regard. On a tellement abusé du regard dans les romans d'amour que on a fini par le déconsidérer. C'est à peine si l'on ose dire aujourd'hui que deux êtres se sont aimés parce qu'ils se sont regardés. C'est pourtant comme cela qu'on aime. Le reste n'est que le reste et vient après. Ok, rester normal, paraître ordinaire. J'ai chaud. J'ai trop chaud. Faut que quelqu'un ouvre la fenêtre, fasse quelque chose. Je vais crever là comme une merde. Plus rien répond. Tout part en couille. Et il y a ce garçon là, en face de moi, et je peux pas bouger. Ah putain, mon cœur. Ah non, mais je vais mourir là. Calme-toi, respire. Agir. Je dois agir.
Je dois lui parler. Salut! On s'est déjà rencontrés, non? À une soirée ou à un truc? Putain, c'est nul. Je sais pas faire ça, moi. Comment on fait? On dit quoi dans ces cas-là? Moi, je sais pas, il y a des mecs qui arrivent, ils ont le bon mot, l'aisance, le sourire nickel et c'est pas ça. Je sais pas, moi non. Moi, j'ai pas le bon mot, j'ai pas le sourire et on va redémarrer. Je vais encore me retrouver là comme un con, d'avoir rien fait, merde! Il faut que je lui parle avant que ça redémarre. Tu veux mon téléphone? Non. Tu veux mon numéro de téléphone? Ou tu veux que je te récite un poème? Ou que je te chante une chanson? Non, je sais. J'attends que ça redémarre et je te bouscule sans faire exprès, voilà. Je te bouscule et après je m'excuse. Et si on redémarre, je fais quoi, moi? Je redémarre aussi? N'apportons pas d'entrave au mariage de nos âmes loyales. Love is not love, which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. Oh non! L'amour est un fanal au regard permanent, fixé sur les tempêtes sans être ébranlé par elles. L'amour est l'étoile brillant pour toute barque errante, dont on mesure la hauteur mais non l'influence. L'amour n'est pas le jouet du temps. Though rosy lips and cheeks, within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out, even to the edge of doom. Si la vie dément jamais ce que je dis là, nul n'a jamais aimé, et je n'ai rien écrit.